Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante chez Anomia, le cabinet de stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous avons constaté qu'un grand nombre d'avocats gagneraient à davantage connaître les attentes de leurs clients. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast Objectif Client, où nous allons à la rencontre des clients des avocats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Alexia Delahousse, VP Legal chez Conto, la néobanque en ligne pour les professionnels. Suite à une carrière d'avocate en M&A entre Londres et Paris, Alexia a intégré le monde des startups, tout d'abord en tant que juriste corporate chez Ledger. Puis, il y a quelques années, elle est devenue General Counsel chez Conto. Je laisse maintenant place à mon échange avec Alexia et vous souhaite une bonne écoute. Alexia Delahousse, bonjour. Merci beaucoup de participer à notre podcast Anomia Objectif Client et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ces beaux locaux de Conto. Alexia, vous êtes VP Legal chez Conto. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous expliquer un petit peu mieux ce que ça implique comme poste ? Oui, bonjour Agathe et bonjour à tous. Donc j'ai été recrutée chez Conto il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant comme General Counsel et juriste unique à l'époque. J'ai créé le département juridique ici. L'intitulé de mon poste a évolué en VP légal pour correspondre à la terminologie des postes chez Conto. Mais en fait, il s'agit d'un poste de direction juridique au sens large avec une dimension très opérationnelle, très proche des fondateurs et de l'équipe dirigeante. Et le but de mon poste et de mon équipe, c'est de servir l'équipe des fondateurs et de la leadership team sur toutes les questions juridiques qu'ils peuvent rencontrer, en étant un vrai business partner de la leadership team sur tous les aspects juridiques au sens large. Donc ça comprend évidemment le droit des contrats, le droit social, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des données personnelles, le droit des sociétés, le corporate, tout l'environnement lié au levée de fonds, au M&A en France et ainsi que dans les pays dans lesquels Conto exerce son activité, à savoir l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ok, bon, ça fait pas mal de spécialités. On va aller creuser ça après. Peut-être que pour commencer, Alexia, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et de comment t'en es arrivée là. Il me semble que tu étais avocate auparavant, donc c'est intéressant pour nous de voir comment on passe d'avocat à client d'avocat finalement d'une certaine manière. Exactement. Tout à fait. Alors moi j'ai un double cursus droit et école de commerce. Donc après ma prépa, j'ai intégré HEC, mais j'avais dès le début le projet de faire du droit en parallèle. Donc j'ai étudié le droit à HEC via le CAVEJ, en fait, le Centre de visuel d'études juridiques, donc par correspondance pour les premières années. Puis j'ai intégré la majeure StratJu d'HEC, donc c'est la majeure stratégie juridique et fiscale internationale, qui m'a permis de réaliser en parallèle d'HEC un Master 2 à Paris Assas, Paris 2, et de passer le barreau en sortant d'HEC. J'ai ensuite fait plusieurs stages en cabinet d'avocat, en France et à l'étranger, et j'ai exercé ensuite comme collaboratrice dans des cabinets d'avocats anglo-saxons, donc Linklaters, Baker & McKenzie et Descartes, à Paris, à Londres et à Tokyo, avant de rejoindre l'entreprise il y a 3 ans et demi. J'ai d'abord rejoint une première start-up, ou plutôt scale-up qu'on appelle, dans la mesure où c'est des start-up qui ont déjà atteint un certain niveau de développement. Et cette première scale-up qui s'appelle Ledger, je l'ai rejoint en 2018 en tant que juriste corporate, droit des sociétés, M&A et private equity. Donc, je sais pas si je l'ai précisé avant, mais quand j'exerçais en cabinet, j'étais effectivement en M&A et en private equity. Et donc, j'ai rejoint l'entreprise, mais en restant dans un domaine de compétences qui était assez proche
qui était même identique à celui dans lequel j'exerçais en cabinet. Donc j'ai rejoint Ledger. C'est une start-up qui est spécialisée dans la fourniture de ce qu'on appelle des hardware wallets, c'est-à-dire des petits devices dans lesquels, qui permettent de protéger la clé privée des utilisateurs de la blockchain, et ce qui permet donc concrètement de sécuriser les transactions qu'on réalise en crypto-monnaie et particulièrement en Bitcoin, puisque c'est la crypto-monnaie la plus utilisée. Et donc j'ai passé 1 an chez Ledger, donc comme juriste corporate, droit des sociétés, avant d'avoir l'opportunité assez extraordinaire, je dois dire, de rejoindre Conto, qui est une autre scale-up, en tant que... Peut-être que tu peux nous expliquer juste rapidement ce qu'est Conto, si tout le monde ne sait pas. Tout à fait. Donc Conto, c'est une néobanque, comme on l'appelle assez couramment, qui est à destination des professionnels uniquement. Donc on fournit des comptes pro aux indépendants, freelance, TPE, PME. Et autour de ce compte professionnel, on intègre par API un certain nombre de services de gestion financière qui permettent donc, via le compte bancaire, de faciliter au quotidien la gestion financière des entreprises. Donc par service de gestion financière, j'entends la comptabilité, la fiscalité, l'assurance, l'automatisation des process financiers, la gestion des notes de frais, le paiement des salaires, le tout à partir de son compte bancaire, mais donc avec une solution en fait pour les professionnels tout en un. Ok. Voilà, donc j'ai rejoint Conto, comme je le disais, il y a 2 ans et demi. À l'époque, j'étais juriste unique, donc ça veut dire que j'ai créé effectivement le département juridique, mais depuis, l'équipe s'est beaucoup développée avec le recrutement de à peu près 8 juristes dans différentes spécialités, et on a encore énormément de postes ouverts dans l'équipe juridique, ce qui promet pour l'année 2022. On espère, en tout cas on a besoin d'être à peu près une quinzaine de juristes à horizon mi-2022. Donc on est en plein recrutement, l'équipe grossit énormément et c'est particulièrement excitant. J'imagine. Si on reste un petit peu sur ton parcours, avant de parler de ton quotidien chez Conto, quelle a été un peu ta motivation de passer d'avocate à juriste? Et puis, quelles ont pu être les difficultés que tu as pu rencontrer? Voilà, comment s'est fait ton adaptation, entre guillemets, d'un métier à l'autre? Alors, avant de répondre plus précisément à la question, je me souviens que quand j'ai passé les entretiens pour Ledger, donc en 2018, on m'avait posé la question de savoir comment je vivais le fait de rendre la robe, de quitter le métier d'avocat et de voler vers de nouveaux horizons. Et c'est vrai que déjà à ce moment-là, même si la question effectivement se pose, j'avais pas particulièrement en tête l'idée de quitter les cabinets d'avocats définitivement. Pour moi, le fait d'aller en entreprise, c'était une expérience de plus, et je ne sais pas aujourd'hui encore si je veux absolument rester en entreprise ou redevenir avocate un jour, mais en tout cas, je le voyais pas pour moi comme la fin du métier d'avocat. C'était une expérience de plus, et je trouve que les expériences en tant qu'avocat ou en tant que juriste s'enrichissent mutuellement. Tous les jours dans mon métier de juriste, je me dis que j'apprends des choses que je pourrais mettre en application un jour si je redeviens avocate. C'est vrai qu'avoir la perspective de la façon dont on travaille en tant que juriste, je trouve renforce énormément le profil des avocats. Et d'ailleurs, parmi les avocats avec lesquels je travaille, et notamment sur des sujets bancaires, donc des sujets qui sont clés pour nous, vu que Conto est une néobanque, comme je le disais, il y a un avocat qui est anciennement directeur juridique de Boursorama, et je vois effectivement, et qui a décidé de redevenir avocat après 20 ans d'une carrière de juriste, et je vois effectivement à quel point ça a une valeur ajoutée dans les recommandations qu'il nous produit, qui sont beaucoup plus clés en main que certains avocats qui parfois sont un peu plus éloignés
du monde de l'entreprise. Donc, je ne dis pas que je veux redevenir avocate et en réalité, je m'épanouis pleinement dans le métier de juriste aujourd'hui. Ça correspond exactement à ce que je recherche à cette époque-là de ma vie, dans ma carrière. Mais je sais qu'en tout cas, tout ce que j'emmagasine aujourd'hui comme connaissance serait utile pour redevenir avocate un jour si j'en avais le souhait. Donc ça, c'était pour petite introduction à la question. Et donc, pour moi, devenir juriste n'était pas non plus un changement, c'est en tout cas un changement de vie. C'était une nouvelle étape dans une vie professionnelle. Mais en revanche, c'est vrai que le métier est très différent. Ce qui m'a, en fait, pour être tout à fait transparent, ce qui m'a fait considérer le métier de juriste, c'est aussi que j'ai été contactée par Ledger. Ce qui m'a tenté pour accepter l'offre de Ledger, c'était l'attrait d'un métier un peu plus opérationnel, un peu plus proche du business. Comme je le disais, moi j'ai une formation d'école de commerce à la base, et c'est vrai que l'idée d'être un peu plus au cœur du réacteur, de côtoyer au quotidien des fondateurs et des équipes dirigeantes, et d'être effectivement un support en interne me tentait particulièrement. J'avais envie de voir ce qu'était le monde de l'entreprise, comment les différents départements travaillaient ensemble, interagissaient ensemble, et comment le juridique s'intégrait dans un projet d'entreprise. Donc c'est ça qui m'a le plus tentée. J'ai effectivement pas été déçue, puisque le métier de juriste, alors encore une fois, je parle du métier de juriste dans une boîte tech, en start-up ou scale-up, c'est peut-être pas tout à fait le même métier que dans des entreprises plus traditionnelles. Hein. Donc tout ce que je dis effectivement se limite au champ du métier de juriste dans la tech, mais en tout cas c'est extrêmement opérationnel. C'est même un peu déstabilisant au début. Ça va très très vite parce que ce sont des entreprises en croissance, et donc le rythme de l'entreprise en croissance est parfois en rupture un peu avec le rythme qui est nécessaire dans les métiers juridiques, puisque ça nécessite une prise de recul, un temps d'analyse. Et bien en fait, en scale-up, on n'a pas du tout le temps de travailler de la même manière. Les les analyses doivent être faites très rapidement. Les projets se multiplient. Et il faut prendre des décisions très vite. Donc effectivement, ça c'est très différent du métier d'avocat, dans le cadre duquel on reste souvent dans l'analyse, on reste souvent dans des recommandations multiples, on ne tranche pas pour le client. Une fois qu'on se retrouve en entreprise, la difficulté, mais aussi l'intérêt, c'est le fait d'être confronté à la prise de décision tout de suite et tout le temps. Et par ailleurs, d'être aussi confronté aux résultats de la prise de décision, puisqu'en fait, les décisions qui sont prises, elles sont mises en œuvre dans l'entreprise, et si elles fonctionnent ou si elles échouent, on s'en rend compte assez immédiatement, puisqu'en fait, on est confronté à la réalité du terrain et à l'aspect opérationnel des décisions qu'on a prises. Donc en fait, une décision ratée, en fait, elle a des conséquences assez immédiates, perceptibles, et les équipes autour sont capables de s'en rendre compte, et on s'en rend compte soi-même. Donc effectivement, c'est un peu différent là-dessus, c'est très différent du métier d'avocat, qui a par ailleurs présente d'autres types de stress, hein. Mais en fait, l'avocat souvent fait des recommandations, mais ne prend pas de décision, et assez souvent ne suit pas vraiment la mise en application des recommandations qu'il a fait. Et est-ce que toi, du coup, lorsque tu as rejoint Ledger, tu as senti que, en tant qu'avocate, alors quand bien même tu avais fait une école de commerce, etc., mais finalement, il me semble que tu n'avais exercé qu'en cabinet suite à tes études, tu avais ce petit décalage et ce petit manque peut-être de compréhension des enjeux business d'une entreprise? Ouais, tout à fait. Je pense aussi, après 10 ans en cabinet d'avocat, on a certaines déformations professionnelles, et en fait dans un cabinet d'avocats, tout le monde est avocat, donc même si chacun a ses dossiers, tout le monde a, disons, le même rôle
dans le cabinet et tout le monde a la même formation, la même expertise et on peut partager assez librement sur les dossiers sur lesquels on travaille au sein d'un même cabinet d'avocats. Quand on arrive en entreprise, en fait, eh bien le service juridique a accès à plein d'informations que les autres départements n'ont pas accès et la confidentialité est un principe clé au sein de l'entreprise. Et ça peut être un peu perturbant de ne pas pouvoir partager au déjeuner, par exemple, certains sujets sur lesquels on travaille parce qu'on est au sein de l'équipe juridique. Et c'est un peu contre-intuitif quand on a travaillé pendant très longtemps en cabinet, en fait, de ne pas partager avec ses collègues les sujets sur lesquels on travaille parce qu'on fait partie d'une équipe juridique et qui a accès à des informations très confidentielles. Et la confidentialité est tellement clé que si jamais certains sujets fuitent, ça peut déstabiliser énormément la gestion des ressources humaines au niveau de l'entreprise. Et donc ça, je trouve que quand on est en cabinet, on s'en rend pas forcément compte. On se rend pas forcément compte à quel point les sujets qui touchent les salariés sont en fait particulièrement explosifs et on doit faire très attention à la confidentialité et à la communication sur certains types de sujets. Une recommandation que peut faire un cabinet d'avocats en matière de droit du travail ou en fait confronté à la réalité des salariés devient beaucoup plus touchy. On doit faire beaucoup plus attention à la façon dont on communique sur les sujets. Et ça, en cabinet, on n'y est pas trop habitué. On communique assez librement avec ses collègues. Tout le monde a le même rôle, le même poste, le même niveau d'études et les mêmes intérêts d'une certaine manière. En entreprise, c'est très différent. Il faut toujours mesurer l'impact des décisions et des communications qu'on fait sur les salariés parce qu'une communication ratée peut énormément déstabiliser le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, je ne l'avais pas du tout mesuré en étant en cabinet, en arrivant en entreprise. Et aujourd'hui, chez Conto, je suppose que tu es amené à travailler avec de nombreux avocats en fonction des différentes matières. Est-ce que justement, au vu de ton... Enfin, déjà, je veux bien, tu vas nous détailler un petit peu tout cela et ta collaboration avec les avocats, évidemment. Mais est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu essaies de sensibiliser les avocats avec lesquels tu travailles étant donné que tu as eu cette double casquette, je dirais, avocate et maintenant juriste côté entreprise, pour qu'ils comprennent bien, justement, qu'ils saisissent bien les enjeux de l'entreprise. Alors après, oui, on peut sensibiliser un peu les avocats, mais ça reste quand même la responsabilité du juriste de prendre des décisions, de les mettre en œuvre dans l'entreprise et d'adopter avec les bons départements la bonne communication autour de ces décisions. Donc, l'avocat ne remplacera jamais le juriste et la responsabilité de chacun doit rester la sienne. Donc là-dessus, c'est pas sur ces aspects-là, je pense, que je vais sensibiliser les avocats. En revanche, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de travailler avec des cabinets d'avocats et de sentir qu'ils ne sont pas forcément adaptés en termes de culture et de mode de travail à nos exigences et nos façons de travailler dans une scale-up. Et c'est là-dessus que j'essaie plus de former nos avocats afin qu'ils se mettent au rythme du travail en scale-up, à l'organisation du travail et à l'utilisation des outils que nous, on utilise en start-up. En fait, c'est important pour moi, même si le métier d'avocat et le métier de juriste restent deux métiers différents, il faut qu'ils restent complémentaires et différents, mais en revanche, il faut que la communication et l'organisation du travail soient fluides. Et pour ça, ça implique, à mon avis, que les avocats s'adaptent au mode de travail en start-up et aux outils qu'on utilise en start-up. Donc effectivement, moi, ça, c'est un des critères de choix de mes avocats. C'est leur capacité à s'adapter aux outils qu'on utilise et à nos modes de travail, à nos méthodes de travail. Donc, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais chez nous, on fait des points très fréquents sur les dossiers et le temps entre la survenue d'un problème et sa résolution est le plus court possible. Si un avocat a l'habitude de prendre 10 jours entre le moment où on le soumet à un projet et le moment où il rend son mémo, en fait, ça ne va pas fonctionner avec le mode de travail de Conto, puisque au moment où l'avocat aura rendu son mémo, nous, on aura déjà dû prendre notre décision en interne.
Donc en fait, c'est incompatible et c'est même contre-productif, voire inutile de fonctionner avec l'avocat comme ça. En revanche, je peux comprendre que l'avocat ait vraiment besoin de 10 jours entiers pour rendre son mémo. Mais à ce moment-là, il est nécessaire d'avoir des points intermédiaires pour commencer à avoir de la remontée d'informations qui, nous, peut être utilisée en interne pour notre prise de décision. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut s'ajuster au calendrier et changer un peu ses méthodes de travail. Là où l'avocat travaillait 10 jours pour le rendu d'un mémo, en fait, il va peut-être devoir faire des mails tous les 2 jours avec, évidemment, pas une information complète, mais des débuts d'informations sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir prendre une décision. Ça, c'est la première chose. Et en termes d'outils, c'est pareil, en scale-up et en start-up, on utilise beaucoup d'outils collaboratifs comme Google Drive, Google Doc, Google Sheets, comme Notion par exemple. Ça permet à plusieurs personnes de travailler ensemble sur un même document, ce qui pour nous est clé pour pouvoir avancer vite dans la prise de décision et pour pouvoir être sûr que l'information est diffusée à tout le monde au même moment. Et c'est important, dès lors qu'on utilise ces outils-là en interne, qu'on puisse aussi utiliser ces outils-là avec nos avocats. Parce que sinon, ça crée un décalage d'informations entre ce qu'on a en interne, entre les différentes équipes, finance, légal, compliance, risque, marketing, tech, et l'information que l'avocat a, alors qu'il est censé être clé dans les recommandations qui vont être formulées. Donc on voit bien que si l'avocat ne s'adapte pas aux outils qu'on utilise, ça va rendre beaucoup moins fluide le process de prise de décision en interne. Et donc, on aime bien les avocats qui acceptent d'utiliser Google Doc pour la revue des contrats, qui acceptent d'avoir accès à Notion pour revoir les différents éléments sur un dossier et qui acceptent de les utiliser de la même manière que nous et de faire vraiment au maximum partie de la gestion du projet en interne. Ok. Et justement, ces avocats, alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel cadre tu fais appel à des avocats, dans quel type de situation? Et donc, j'ai bien compris que cette idée d'outil était un des critères, mais globalement, comment se fait ton processus de choix d'un avocat lorsque tu en as besoin? Est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes? Est-ce que tu vas aller chercher justement du coup des avocats qui affichent le fait de travailler avec des startups, etc. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce processus? Alors oui, on utilise des avocats quasiment tout le temps, parce qu'encore une fois, ma vision du métier de juriste et du métier d'avocat, c'est que c'est 2 métiers complémentaires et qui ne se chevauchent a priori pas du tout. C'est étrange, mais en réalité, normalement, le juriste qui est un bon juriste, il n'empiète pas du tout sur le boulot de l'avocat. Et l'avocat, lui, il a son métier et le but, c'est de créer une communication le plus fluide possible avec l'entreprise et passer le relais à un moment donné à l'entreprise qui, elle, est en charge de prendre la décision et de l'opérationnel. Mais en réalité, les 2 métiers ne sont pas censés se chevaucher du tout. Donc en fait, la conclusion de ça, la conséquence de ça, c'est que j'utilise des avocats absolument sur tout et tout le temps, puisqu'en fait, je ne le remplace jamais. Ouais. Donc, ça veut dire que j'utilise des avocats en matière contractuelle, en matière de traitement de données personnelles, en propriété intellectuelle, en droit de la concurrence, en droit des sociétés, qu'est-ce que j'ai d'autre, enfin, en droit de la distribution, en droit de la consommation. Enfin, en tout cas, toutes les matières du droit, potentiellement, j'utilise, en droit social, j'utilise des avocats. Le choix des avocats, je pense que c'est très utile d'avoir des avocats qui sont fidèles et connaissent l'entreprise depuis longtemps. C'est une vraie facilité de pouvoir, en tant que juriste, décrocher son téléphone, appeler son avocat, lui poser une question sans avoir à représenter l'entreprise, représenter le projet Conto et en se sentant à l'aise de pouvoir appeler son avocat à tout moment lorsqu'il y a une urgence.
à certains égards, l'avocat est un conseiller de confiance qu'on choisit aussi pour la bonne entente relationnelle. Je le compare parfois à un médecin, en fait, à qui on va raconter beaucoup de choses, dire beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on se sente à l'aise et que cet avocat connaisse bien l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir un noyau de conseils qui sont là depuis longtemps, qui nous connaissent très bien et avec lesquels on s'entend très bien. Ceci étant dit, on a parfois des problèmes, des sujets ponctuels qui nécessitent une expertise particulière et qui impliquent d'avoir appel ou d'avoir recours à d'autres avocats que son noyau dur d'avocats qu'on consulte très régulièrement. Et donc là, de façon assez classique, je choisis mes avocats en fonction de leur réputation, de ce que d'autres de leurs clients peuvent me dire, et en les mettant un peu en concurrence, en choisissant 2-3 pour une problématique particulière, et en testant effectivement leur agilité à utiliser nos outils, à s'ajuster en fonction de nos méthodes de travail, de notre rythme, de nos impératifs en termes de calendrier. Et, de façon aussi tout à fait classique, en fonction des honoraires et de leur capacité à proposer des honoraires ou un mode de structuration des honoraires qui soit cohérent avec la façon dont on va travailler en start-up et qui soit aussi viable avec nos impératifs de budget. Évidemment, alors c'est pas forcément le cas de toutes les startups, mais en tout cas au début du lancement d'un projet, les ressources financières sont limitées. Le juridique n'est pas central et donc il est évident qu'on ne va pas pouvoir payer les mêmes honoraires qu'un groupe traditionnel. Je ne dis pas qu'avec le temps, les problématiques ne vont pas se complexifier et la situation financière de l'entreprise ne permettra pas d'augmenter les honoraires, mais au début, il faut aussi pouvoir s'ajuster en termes d'honoraires lorsqu'on travaille avec les startups. Je pense que c'est un sujet aussi important et qui va évidemment guider notre choix d'un cabinet. Mais voilà, donc il y a effectivement plusieurs types de critères et évidemment, il y a la bonne entente personnelle, la capacité à utiliser les outils, à s'adapter au mode de travail et les honoraires. Et justement, si je rebondis sur cette notion d'honoraire, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, que ce soit prévisible, que le budget soit prévisible, par rapport du coup au compte de Conto, enfin voilà. Ouais, je pense que le taux horaire soit faible. Enfin, est-ce que tu préfères quel mode de rémunération? Alors, en fait, je pense que la prévisibilité est évidemment important. Ça fait partie des compétences qui sont attendues du juriste, que de savoir bien gérer son budget et de bien savoir l'anticiper. Et donc, évidemment, on attend de nos avocats qu'ils nous aident sur ce sujet-là. Même si on en reste responsable, un avocat qui nous aide à bien faire notre boulot parce qu'il nous permet de prévoir justement les frais juridiques, c'est évidemment très précieux pour le juriste qui joue aussi en tout cas sa crédibilité sur ces sujets-là en interne. Donc, du coup, la prévisibilité est importante et souvent, la prévisibilité, ça passe par des forfaits. Alors après, on oppose souvent forfait et taux horaire. En réalité, je ne demande pas à un avocat, quand il me fait un forfait, de ne pas travailler au taux horaire. Je demande juste à l'avocat d'anticiper le nombre d'heures sur lequel il va travailler, donc de prévoir lui-même pour m'aider moi à prévoir et de me proposer un forfait. Mais le forfait peut tout à fait être égal au nombre d'heures multiplié par le taux horaire. Mais je ne vois pas pourquoi. Dans toutes les entreprises, on demande à des départements de prévoir leurs dépenses. Pourquoi un avocat, lui, ne serait pas capable de prévoir, d'une certaine manière aussi, sa charge de travail sur un dossier?
D'ailleurs, j'imagine que lui-même doit s'organiser en fonction de ces différents dossiers. Donc, ça devrait être possible de prévoir le nombre d'heures sur un dossier et de proposer un forfait. Ça, pour moi, c'est assez important. Et ça n'exclut évidemment pas qu'il y ait des imprévus sur des dossiers et qu'on décide de réajuster le budget. C'est ce qu'on fait tous les jours en entreprise. Et donc, je pense que ça devrait être possible pour les conseils de fonctionner de la même manière. Donc, je ne dis pas non au taux horaire, je comprends le principe du taux horaire, mais on a besoin de prévisibilité en entreprise. Et donc, c'est idéal lorsque les avocats eux-mêmes anticipent le nombre d'heures qu'ils vont pouvoir travailler sur un dossier, sous réserve de tout réajustement possible. Voilà. Nos budgets en interne, ils sont régulièrement réajustés au regard des revenus du mois passé, des dépenses du mois passé. C'est un peu le même fonctionnement qui serait idéal de la part des avocats. Et beaucoup fonctionnent comme ça et je trouve que ça marche bien. Donc ça, c'est le premier, en termes d'honoraires, je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner. Après, un taux horaire élevé ou bas, je suis encore une fois pas contre un taux horaire élevé lorsqu'il s'agit d'une super qualité de service, d'une expertise qui est rare. Le sujet n'est pas celui-ci. Le sujet est vraiment la prévisibilité et la capacité à anticiper le nombre d'heures sur un dossier. Ok, très bien. Et si on revient au choix de l'avocat, est-ce que de manière systématique, c'est toi ou le département juridique de Conto qui va aller chercher les avocats compétents dont vous avez besoin, ou est-ce que vous avez le cas de figure où des avocats viennent à vous pour vous proposer leur service? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est assez nouveau peut-être. Effectivement, il y a des avocats qui viennent à nous, mais je trouve pas suffisamment. Alors c'est aussi parce qu'on n'est pas suffisamment connu ou pas suffisamment visible. Et j'aimerais du coup que l'équipe juridique soit plus visible. Donc j'incite tout le monde dans mon équipe à essayer d'écrire des articles, de faire des podcasts. Enfin, je trouve ça super que vous nous proposez de faire ça. Et donc nous, on accueille très volontiers des avocats qui se présentent à nous, nous proposent des formations, des newsletters, une simple rencontre et présentation du cabinet. Et je trouve que c'est très efficace et souvent, ça marche. J'aimerais d'ailleurs que ce soit plus fait et j'aimerais aussi que les avocats le fassent auprès de tous les membres de mon équipe, pas uniquement de moi, puisque dans l'équipe, j'ai des experts sur certains domaines et ils sont beaucoup mieux à même que moi, en fait, de choisir un avocat dans un domaine d'expertise particulier. Et sinon, à défaut d'avocats qui nous contactent ou qui se présentent à nous, on regarde les classements, on se renseigne auprès d'autres startups. En fait, la communauté des juristes dans la tech est assez présente et puissante, peut-être plus que dans d'autres domaines juridiques plus traditionnels. Il y a un réseau qui a été fondé il y a 3 ans par un ancien directeur juridique quand j'étais chez Ledger qui s'appelle Fleet Network, donc ça veut dire French Lawyer in Tech. Et donc tous les juristes, tous ceux qui veulent de la tech peuvent participer à ce réseau. On a une chaîne Slack commune, donc messagerie électronique, sur laquelle on peut tous échanger au sujet de nos problématiques. Et évidemment, une des problématiques qui est souvent abordée, c'est le choix d'avocats dans certains domaines d'expertise. Et donc, on se passe des recommandations entre nous très fréquemment. Et ce réseau-là compte plus de 300 juristes. Donc, on imagine à quel point c'est prescripteur et à quel point, en fait, on a facilement accès à l'information sur les avocats entre juristes. Et on échange souvent sur eux. Donc ça, c'est aussi une source de choix des avocats, c'est les recommandations de la communauté des juristes dans la tech. Ça m'intéresse que tu parles de recommandations, puisque justement, nous, c'est des sujets dont on parle souvent chez Anomia avec les avocats avec lesquels on travaille. C'est par exemple de ne pas hésiter à demander aux clients satisfaits des recommandations. Et donc, toi, typiquement, en tant que cliente d'avocat, lorsque tu es satisfaite, d'après ce que je comprends... Ouais, je recommande. Moi, je suis assez active sur le réseau, parce que je trouve ça génial qu'on ait ce réseau-là. Et il faut l'entretenir, parce que son intérêt
découle directement des contributions de chacun. Et en fait, je recommande très souvent des avocats avec lesquels je travaille, avec qui ça se passe bien. Je suis même ravie de le faire. Et j'ai le sentiment que en fait, les gens qui reçoivent les recommandations sont plutôt enclins à les suivre. Et moi-même, quand j'en reçois de la part de collègues juristes dans la tech, en fait, je saute dessus parce que d'un côté, d'une certaine manière, il y a énormément d'avocats sur le marché. Mais en fait, je manque toujours d'avocats. Je manque toujours de bons avocats. Dans quasiment toutes les matières, je recherche encore des avocats. Donc, voilà. Et lorsque tu dis « je manque de bons avocats », on en revient un petit peu aux critères, mais pour toi, qu'est-ce qu'un bon avocat finalement? Alors, c'est effectivement un avocat avec lequel je m'entends bien et envers qui j'ai confiance. C'est vrai que très souvent la recommandation de l'avocat, on va la suivre. Donc l'avocat avec lequel, envers lequel on a confiance, effectivement, ça facilite énormément le travail en interne. Un avocat qui comprend très bien notre business, je pense que ça c'est aussi assez important. Et c'est dur pour les avocats parce que moi, quand j'étais avocate, j'avais parfois du mal à rentrer dans le business de mes clients. Et je voyais que parfois, je faisais même un peu volontairement l'économie de m'intéresser au truc parce que j'avais 10 clients et que si je commence à rentrer dans le business de chacun des 10 clients qui est effectivement très technique, je vais avoir... j'ai pas le temps. Donc, donc, excusez-moi. Donc, effectivement, ça, je pense que c'est très important. Un bon avocat, c'est un avocat qui connaît notre business. Alors, évidemment, moins bien que nous en interne, et c'est à nous de leur expliquer, mais qui comprend qui est curieux notre business, aussi qui est curieux, qui comprend notre marché. Comprendre, ouais. Et ça, c'est difficile de le voir tout de suite, mais malgré tout, dans une première rencontre, dans un premier entretien, par rapport aux questions qui sont posées par cet avocat, on voit assez bien s'il a une connaissance de notre marché, une curiosité pour ce marché. Donc ça, et puis ensuite je reviens sur les points que j'ai abordés précédemment, à savoir capacité à utiliser nos outils, être flexible, agile par rapport à nos modes de travail et au rythme. Okay. Je sais que c'est hyper dur, j'ai l'air d'être la cliente horrible, mais après je pense en même temps que quand l'avocat est bien choisi et qu'il a effectivement ces caractéristiques-là, en fait, la relation est très, très fluide. Donc, ça a l'air peut-être un peu strict au niveau du choix et de la vision, mais en fait, c'est ce qui permet après qu'on ait des super bonnes relations et que ce soit en fait très fluide, que la communication soit très fluide et qu'il y ait le moins de malentendus possible. Et je pense que c'est c'est du coup très confortable pour chacune des parties. Donc, c'est peut-être un peu strict au moment de la sélection, mais en fait, c'est ce qui permet la fluidité de la communication après. Et ça, c'est clé en fait dans la réussite d'un dossier, que l'avocat et le juriste puissent avoir une communication fluide. Et puisque tu parlais donc du fait que pour toi, il fallait que l'avocat soit très curieux envers votre activité et comprenne bien ses rouages, etc. Est-ce que tu as la sensation peut-être que certains avocats sont pas assez formés du coup à tous ces enjeux business et devraient peut-être davantage s'y intéresser, s'y former, je ne sais pas comment, enfin qu'il y a peut-être une frontière qui est un peu trop grande entre... Ouais, après je pense que c'est très dur et que en fait quand on est avocat, on est déjà surmené. Et j'ai envie de dire que c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, l'avocat doit rester dans son rôle et le juriste doit rester dans son rôle. On doit juste trouver le bon match pour que la communication soit bonne et que le passage de relais entre le travail de l'avocat et celui du juriste se fasse de façon optimale. Mais il faut pas non plus que l'avocat change de job et par ailleurs, évidemment, c'est très difficile de trouver le temps de se former au business. En revanche, je pense que privilégier, avoir une expérience en entreprise est un atout majeur pour un avocat. Et alors bien sûr, il y a des grands avocats qui ont fait des carrières d'avocats, mais dans un certain nombre de matières, et peut-être pas toutes, mais dans un certain nombre de matières et d'expertise, avoir une expérience en entreprise va vraiment être une valeur ajoutée énorme pour les avocats. Et les recommandations qui vont être faites, elles vont tout de suite être beaucoup plus opérationnelles et beaucoup plus clés en main. Et donc ce passage de relais dont je parlais tout à l'heure va être optimisé. Du coup, ça repose la question effectivement des stages qu'on fait pendant l'école du barreau, puisque un stage peut notamment être une expérience en entreprise. Je recommanderais du coup aux étudiants de ne pas considérer leur stage en entreprise comme le stage bidon qu'on fait avant de devenir avocat, et de vraiment bien le choisir et d'essayer de tirer un maximum de cette expérience-là.
puisque à défaut d'avoir ensuite une expérience de juriste, ce sera déjà ça de prix dans la formation de l'avocat, d'avoir eu cette vision de l'entreprise. Donc, prendre au maximum au sérieux ce stage en cabinet, vraiment en entreprise, le faire en entreprise, bien le choisir et en tirer le maximum de choses pour la suite. Ok, très bien. Je trouve que c'est une bonne conclusion de se dire qu'il faut un peu naviguer entre ces deux mondes, bien que les métiers soient très différents et complémentaires, ça on l'a compris d'après tout ce que tu nous as expliqué. Mais voilà, que peut-être que les avocats aient une curiosité permanente pour ce monde de l'entreprise et voilà, pour optimiser les relations avec leurs clients. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un mot de la fin? Non, moi je pense que c'était, je pense que c'est très complet comme échange. Je rappellerai, je conclurai en rappelant effectivement que on est nous en direction juridique très demandeurs en fait d'initiatives des avocats en matière de formation, en matière d'échange d'informations, en matière même de rencontres. Ce qui permet en fait nous de donner des informations sur notre business et l'avocat de nous ouvrir les yeux sur des nouveaux sujets de droit, sur l'actualité juridique, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire en entreprise. Et donc de ne pas attendre la survenance d'un dossier pour commencer à tisser une relation avec les juristes. Et donc de ne pas hésiter à nous solliciter dès lors qu'il y a effectivement matière à partager quelque chose. Et nous, ce sera l'occasion de partager sur notre business et on sera ravis de le faire dans ces circonstances-là. Du coup, je rebondis une dernière fois, puisque c'est très intéressant cette notion d'encourager les avocats à vous contacter, puisque beaucoup ont un petit peu peur de le faire, ou en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui est présent dans la conception classique du métier d'avocat, ce côté finalement un petit peu entre guillemets commercial d'aller vers les clients pour tisser une relation. Si tu dois donner des conseils entre guillemets aux avocats qui voudraient contacter des entreprises, selon toi quel est le meilleur moyen de le faire? LinkedIn, téléphone, alors je trouve que c'est bien de le faire autour d'une vraie actualité ou d'un sujet à partager. C'est pas impératif, mais c'est évidemment mieux. Et effectivement, je trouve que donc soit le partage d'une actualité, soit l'organisation d'une formation, ce qui permet effectivement de présenter le cabinet, des différentes pratiques, et ça c'est toujours intéressant. Et puis moi, si je ne peux pas y aller pour des raisons de temps, en fait, il y a d'autres gens dans l'équipe qui vont être ravis d'y aller parce qu'ils sont pas toujours eux-mêmes invités, mais en réalité pouvoir aller assister à une formation et ensuite faire un débrief à toute l'équipe et tout, ça donne aussi de l'importance aux juristes en interne. Donc moi je suis ravie en fait quand on a ces opportunités-là de faire participer les juristes de l'entreprise à des formations ou à des événements. Voilà, donc il y a pas il y a pas un canal comment ils rentrent en contact pour vous proposer ces formations? Ils peuvent effectivement soit LinkedIn soit un mail, effectivement un mail où ils nous invitent à une formation sur un sujet qui nous intéresse. On est très friands et d'ailleurs il y a pas mal de cabinets qui le font déjà, de plus en plus d'ailleurs, et nous on y va assez souvent. Ok. Ouais, on y va assez souvent. Évidemment, quand c'est un lien avec avec ce qu'on fait, avec nos problématiques. Mais lorsque c'est un lien avec nos problématiques, on y va assez souvent. Et c'est super parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres juristes et de partager sur les sujets qu'on rencontre en interne. Et on se sent aussi tout de suite beaucoup moins seul quand on partage sur nos problèmes en interne. J'imagine. Bon, merci beaucoup pour ces petites clés, du coup, merci à toi. Pour les avocats. Et puis, merci beaucoup pour ton temps, Alexia. Merci, au revoir. Et excellente journée. Ouais, merci. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver d'autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site www.anomia.fr. Merci, à bientôt.